Bienvenue sur Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et parler fort de sujets qui nous touchent toutes et tous. Si tu aimes ce podcast, tu peux me laisser une petite note sur iTunes, 5 étoiles de préférence, c'est ce qui m'aide le plus à faire entendre ce podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet encore tabou, je pense, qui est en lien avec la santé mentale et la parentalité. Si l'on pense que le fait d'être parent est forcément rose et épanouissant, la réalité peut être bien différente. Ces dernières années, le sujet de la dépression postpartum a fait l'objet de nombreuses études scientifiques, révélant qu'elle pouvait être comparée à une dépression majeure, avec comme caractéristiques humeur dysphorique, troubles de l'appétit, du sommeil ou du fonctionnement psychomoteur, fatigue et sentiment de culpabilité. L'auteur de cette étude mentionne également les idées suicidaires. Au niveau des chiffres, une étude de 2009 révèle que la dépression postpartum touche entre 10 et 20% des parents. Certains considèrent la dépression postpartum comme un trouble qui survient au cours du premier mois après la grossesse, d'autres qu'elle se limite aux 3 premiers mois, mais la majorité des analyses réalisées semblent estimer qu'il faut prendre la période s'étendant de la naissance à la fin de la première année de vie de l'enfant. Les chiffres parlent, mais dans la réalité, il est bien plus difficile d'assumer que la naissance d'un enfant soit la cause d'un mal-être profond. Il y a en effet encore tout un imaginaire collectif autour du bonheur d'être parent et de l'épanouissement que cela procure. Aujourd'hui donc, j'ai le plaisir de recevoir Alison, pour qui la parentalité ne rime pas forcément avec bonheur illimité. Alison vit en effet depuis de longs mois avec une dépression postpartum qu'elle assume et n'a pas honte de dire que oui, être mère ce n'est pas si facile. Bienvenue Alison, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et d'où tu viens. Bonjour Marie, donc je m'appelle Alison, j'ai 30 ans, j'ai 2 enfants et je suis mère au foyer, depuis la naissance de notre premier enfant, donc qui est né en décembre 2017. Donc ça va, tout doucement faire que 4 ans. Donc tu vis à Strasbourg, il me semble, C'est et du ça. coup tu es la maman de 2 enfants, mais ton premier enfant est le fruit d'une PMA, donc procréation médicalement assistée. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es sentie entourée? Pour notre premier enfant, on a eu recours donc à la PMA. C'est quelque chose que j'ai extrêmement mal vécu en tant que femme parce que, en tout cas à l'époque pour moi, c'était, primordial, d'avoir des enfants. En tout cas, c'était, pour moi, signe que, bah, j'étais bien une femme en fait, hein. Pendant très longtemps, j'ai pas voulu d'enfant, jusqu'à 24 ans, j'en ai pas voulu. Puis finalement avec mon conjoint, bah, si. On a lancé les essais bébés et au bout de 9 mois d'essais infructueux, j'ai pris l'initiative de consulter parce que je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. J'étais quand même jeune. A priori, en tout cas, ma maman n'avait pas eu de difficultés. Je connaissais personne dans mon entourage, hein, qui avait eu des difficultés pour avoir, des enfants. Je me suis dit que c'était peut-être mieux d'aller prendre l'avis d'un professionnel, donc je suis allée voir une gynécologue qui, devant mon désarroi, a accepté, de me faire des examens ainsi qu'à mon conjoint. Il faut savoir que normalement, quand on n'a pas 1 an d'essai infructueux, en général, ils lancent pas d'examen parce qu'on considère que, pour avoir un enfant, ça prend à peu près 1 an. Donc en dessous d'1 an, ils considèrent qu'il y a pas de problème. Bon, toujours est-il que nous, on a fait des examens, que ça a pris un certain nombre de temps parce que, ben, ça se fait, notamment pour les femmes, hein, en fonction du cycle et pour le conjoint, il y a aussi, ben, pas mal de délais d'attente pour les examens, même s'ils sont peu nombreux. Donc ça a pris, bien, 6 mois, le temps de tout faire et à l'issue donc, de ces examens, la gynécologue nous a, orientés vers, le centre de PMA de notre ville. Ils nous ont expliqué en fait qu'on aurait, accès aux inséminations artificielles. On en ferait 3 et si ça marchait pas, on passerait en fécondation in vitro. Il s'avère que la deuxième insémination artificielle fut la bonne. Donc, voilà, il a donné naissance à notre fils aîné. C'était pas trop compliqué comme parcours? Est-ce que tu t'es sentie, soutenue par le corps médical, par ton compagnon? Alors par mon compagnon, oui, qui lui, était, convaincu, que ça allait marcher. Il n'arrêtait pas de me dire: «T'inquiète pas, on sera parents, je le sais», il était très confiant. Moi, je suis d'une nature extrêmement pessimiste, donc au premier échec, je me souviens lui avoir dit: «On va devoir adopter», alors que c'était que le premier échec et qu'on avait encore plein de tentatives. Mais lui, il a été, ouais, un peu le rock dans cette histoire parce que moi, j'ai complètement arrêté de vivre, hein, les 2 ans qui nous ont séparés du début des essais et bah, du début de grossesse, en fait. Après, le corps médical, j'ai eu la chance, moi, de tomber sur des gynécologues qui étaient plutôt humains. Après, je sais que, surtout en PMA, il y a parfois des gynécologues qui sont assez, brutes, on va dire, qui font pas toujours preuve d'empathie et je pense que c'est un parcours dans lequel on en a besoin
vraiment beaucoup d'empathie. Du coup, moi, bon, voilà, j'ai été plutôt bien entourée. Par contre, pour l'entourage, c'était compliqué dans le sens où, comme j'avais personne qui avait galéré dans mon entourage, personne ne comprenait réellement ce que je traversais, en fait. Mmh. Et ça a été dur. Là, pour ça, je me suis sentie seule. On entend beaucoup de phrases bateau, «Tu penses trop», voilà, «Faut arrêter d'y penser», «Partez en voyage», «Vous avez qu'à vous marier». Enfin, tout le monde a toujours un petit peu Oui. les mêmes conseils, en fait, qui sont très culpabilisants pour la femme, en fait, hein, parce que si ça marche pas, c'est de sa faute, en fait. C'est parce qu'elle y pense trop et même une fois qu'on a un diagnostic, les gens continuent, de dire ce genre de choses qui n'ont, objectivement aucun sens. Voilà. Et du coup, après donc tu es tombée enceinte grâce à cette, PMA. Ouais. Comment ça s'est passé ta grossesse? Comment est-ce que tu as abordé cette première maternité? Enfin voilà, comment est-ce que tu as vécu cette transition de femme à mère? J'ai été extrêmement, extrêmement, extrêmement heureuse. Vraiment, j'étais sur un nuage, mais j'ai été aussi extrêmement angoissée. J'avais vraiment tout le temps peur de perdre le bébé. J'avais peur tout le temps qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Voilà, j'avais souvent peur qu'on trouve un problème. En plus, j'ai eu une grossesse, avec beaucoup, beaucoup de contractions. J'ai fait une menace d'accouchement prématuré, j'ai été hospitalisée et du coup, c'est vrai que bon, c'était à la fois j'étais très, très heureuse et j'avais vraiment beaucoup de mal à me réjouir. J'avais peur de par superstition un petit peu d'acheter les choses, voilà, j'ai acheté les choses, assez tardivement et j'ai eu aussi un grand sentiment de puissance, dans le sens où, je suis quelqu'un qui, d'ordinaire a du mal à dire non, a du mal à se positionner et la maternité, cette grossesse en tout cas m'a permise de m'affirmer en tant que personne, en fait. Et pour ce qui est de la transition de femme à mère, voilà, j'ai pas eu l'impression effectivement de vivre une transition. J'ai plus eu l'impression de quelque chose de brutal. Pour moi, ça s'est pas fait en douceur, en fait, si tu veux. Ça Mmh. s'est vraiment fait, d'un coup. C'était assez particulier. Et c'est surtout qu'en plus tu as eu des contractions assez tôt parce que tu as eu une menace d'accouchement prématuré à 30 semaines. Qu'est-ce que ça a généré chez toi et comment tu as vécu cette chose-là? C'est le 1er pas dans la culpabilité maternelle, cette menace d'accouchement prématuré parce que, je m'en suis voulu. J'en ai beaucoup voulu à mon corps, en fait, d'avoir ce sentiment qu'il n'était pas capable de protéger mon bébé. Je me suis sentie trahie par lui, en fait et pourtant j'avais suivi les recommandations des médecins, je faisais très attention, je ne travaillais pas, hein, mais c'est vrai que ça a été un sentiment de culpabilité énorme, pour moi, ouais. Et du coup, même si l'accouchement s'est bien passé, l'après-accouchement a été assez, rude apparemment. Les premiers Mmh. mois de la vie de ton bébé étaient pas faciles ou en tout cas peut-être pas aussi, roses que ce que tu l'imaginais. Comment ça s'est passé au quotidien, au niveau émotionnel, au niveau physique? Alors, déjà j'ai accouché à 35 semaines de mon fils aîné, ce qui est pas de la grande prématurité, mais ça reste de la prématurité quand même. Donc nous, on a passé 10 jours en unité kangourou. L'unité kangourou, elle sert à ce que les parents puissent rester avec leur bébé quand il est pas trop prématuré, qu'il nécessite pas de soins particuliers. C'est-à-dire qu'en gros, on était sous surveillance. On était vraiment, bien encadrés, ce qui a, je pense, creusé davantage en le choc quand on est rentré chez nous. Parce que là, je pense que c'est quelque chose que vivent beaucoup de femmes, c'est ce sentiment un peu d'être complètement lâché dans la nature avec un nouveau-né, quand on n'y connaît rien en fait, hein. Parce que moi, je m'étais pas particulièrement documentée. Si tu veux, il y a tellement ce truc de, tout est inné, les parents, enfin les mamans, elles savent faire, enfin que je m'attendais pas à être aussi désorientée en sortant et en plus 10 jours, on a eu le temps de s'habituer à être tout le temps accompagnés. Ce qui fait que quand on est sortis, waouh, ça a été compliqué, ouais. Voilà, de prendre nos marques, de pas se sentir moi je me souviens de m'être sentie extrêmement angoissée, d'être complètement submergée. Mon conjoint, il reprenait le travail, de mémoire 3 jours plus tard et moi je me disais: «Mais comment je vais faire avec ce bébé?» Et enfin s'il lui arrive quelque chose, j'étais très, très, très angoissée et je trouve vraiment qu'on nous laisse comme ça, en roue libre en fait, hein, complètement livrés à nous-mêmes. À l'époque, on me faisait tirer mon lait parce que comme mon bébé était prématuré, il avait du mal à téter. Donc, à la maternité, on m'avait fait tirer mon lait toutes les 3 heures, jour et nuit, pour le nourrir un peu à la seringue et un peu au sein. Mais voilà, il fallait pas trop le fatiguer parce il était, tout petit. Il faisait 2 kg, 240, donc il était pas, très, très gros. Donc il fallait, pas trop le fatiguer. Et en fait, je me suis retrouvée avec beaucoup d'engorgement, chez moi, à ne plus savoir comment me débarrasser du tire-lait et à être complètement, voilà, abandonnée par le corps médical, en fait, à ce moment-là où je savais même pas comment faire. On m'avait rien expliqué, enfin voilà. Ça a été très compliqué, très, très compliqué
et notre fils avait en fait un reflux gastro-œsophagien, assez sévère, qu'on a découvert quand il avait 3 semaines. Parce qu'en fait, j'avais un bébé qui régurgitait tout le temps, qui dormait pas. Il fallait qu'il dorme sur nous. Ça a été très dur. En fait, je ne pouvais plus me laver, si personne n'était là. Je pouvais plus manger si personne n'était là. J'étais dans un état d'épuisement assez important. Ouais, donc des premières semaines, difficiles quoi. Vraiment, Des premiers mois même, hein. des premiers Je mois dirais difficiles. les 10-11 premiers mois. La première année en fait, hein, très compliqué. Et c'est à ce moment-là que tu t'es plongée malheureusement dans l'univers de la parentalité positive ou bienveillante. Comment ça s'est manifesté au quotidien, cette intrusion, par, la parentalité positive telle qu'on nous la vend sur les réseaux sociaux, malheureusement encore beaucoup. Comment ça s'est manifesté pour toi vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ton bébé, vis-à-vis des autres? J'ai commencé à entendre un peu des termes, enfin à lire des termes, comme, justement, parentalité bienveillante, comme, sevrage naturel de l'enfant, comme accompagnement au sommeil, cododo, tout ça. Moi, ce sont des termes un peu que j'ai découverts avec les groupes Facebook d'allaitement. Donc comme je disais, tout à l'heure, j'ai eu des difficultés d'allaitement avec mon fils aîné parce qu'il était prématuré, c'était compliqué, il avait pas beaucoup d'énergie et c'est vrai que j'ai pas eu de chance parce que je suis tombée sur une pédiatre qui était pas particulièrement, visiblement en faveur de l'allaitement et qui m'a pas du tout aidée et ça m'a poussée à aller sur des groupes Facebook, chercher des conseils. Elle, à part me dire: «Ben, faut passer au lait en poudre, on arrête», elle tenait pas vraiment compte de mon désir, moi, de continuer, et donc je suis allée chercher du soutien et des solutions, sur les groupes d'allaitement et c'est là où j'ai commencé, voilà, à entendre tous ces termes, parentalité positive, sevrage naturel et cetera. C'est aussi sur ces groupes-là que j'ai entendu pour la première fois le concept des violences éducatives ordinaires. Ah, les fameuses. Les fameuses VEO et donc j'ai petit à petit, en fait, je me suis mise, à adhérer à beaucoup de groupes Facebook, qui parlaient de la parentalité positive, de la non-violence, ce avec quoi je suis encore en accord, hein, sur le principe. C'est-à-dire que moi je n'ai pas pour habitude de frapper mes enfants et c'est pas du tout quelque chose que j'envisage comme étant une éducation, nécessaire, en fait, de passer Mmh. par la violence. Après je reste un être humain et je déborde parfois, c'est vrai. J'ai toujours dit, quand j'avais pas encore d'enfants, j'avais dit à mon conjoint que si un jour on avait des enfants, je pensais que c'était nécessaire de temps en temps de mettre une fessée, mais que ça serait jamais moi qui les mettrais. Et j'ai évolué là-dessus parce que moi je refuse de frapper les enfants. Mon conjoint est dans la même optique et finalement on a évolué tous les 2 là-dessus et c'est toujours un peu, enfin relativement fréquent en fait qu'on ait des principes, particuliers avant d'avoir des enfants et puis une fois qu'on les a, bon, bah, on revoit parfois notre copie et on continue de la revoir d'ailleurs tout au long de notre chemin de parents. Voilà, c'est en tout cas c'est par les groupes Facebook, que je suis rentrée là-dedans. Ça a continué sur Instagram en fait où, bah, voilà, j'ai trouvé d'autres mamans qui étaient dans les mêmes concepts que moi et ça faisait du bien parce que j'avais l'impression de trouver une famille, voilà, avec qui je pouvais échanger autour de tout ça. Avec le recul, j'avais quand même beaucoup de certitudes alors que mon enfant, il était très petit. Donc voilà, j'étais encore, moi-même une toute jeune maman. Mais c'est vrai que dans mon entourage, comme j'avais pas énormément de personnes qui avaient des enfants, déjà j'avais pas beaucoup de gens avec qui échanger sur ce Ouais. sujet-là. Donc du coup, bah, Facebook, Instagram, c'était le lieu, où je pouvais échanger avec des mamans qui avaient des enfants du même âge, qui avaient les mêmes principes d'éducation que moi et cetera. Sauf que, comme un peu sur tous les sujets, il y a parfois des extrémistes et moi, je suis un peu tombée là-dedans malheureusement. Petit à petit, du coup, j'ai adopté des principes que je lisais, notamment, voilà, de surtout pas utiliser la négation. C'est quelque chose qui revenait beaucoup sur les groupes, qu'il fallait pas dire non à son enfant, qu'il fallait pas dire ne pas, qu'il fallait utiliser des phrases positives parce que l'enfant les comprend mieux. Mon conjoint, je sais pas comment il a fait pour me supporter à cette période, mais je passais mon temps à le reprendre sur tout. Alors il m'a avoué après coup que bon, plusieurs fois il avait trouvé que c'était un peu, trop. Too much, ouais. Ouais, too much, mais que bon, il me faisait confiance et en même temps, bah, clairement, la charge éducative, elle reposait sur moi. Je me souviens lui avoir, demandé de lire un livre de Guéguin que j'avais acheté. Il m'avait dit: «J'ai pas le temps, mais je te fais confiance» et cetera. Tout ça, c'était quand même un peu compliqué. Donc voilà, j'étais un petit peu en roue libre, hein, là-dessus et puis en plus, il y a la fatigue, le fait qu'on dort pas beaucoup. C'est difficile d'avoir des idées claires, d'avoir un recul parce qu'en fait, je me sentais débordée. Je piochais des petits trucs par-ci par-là, mais j'avais pas le temps d'aller au fond des choses parce que, bah, j'avais un bébé que je pouvais pas poser, qui dormait jamais. Moi-même, je dormais très peu. Donc voilà, tout ça fait que je me suis un peu enfoncée, dans l'extrémisme, sur les réseaux sociaux et en fait, du coup, je me suis, éloignée des gens de la vraie vie.
Je me suis éloignée de mes amis, je me suis éloignée de mes parents parce que voilà, j'avais l'impression que tout était violent pour mon fils, que je reprenais tout le monde sur la manière dont il s'adressait à mon fils aîné. Enfin, c'était vraiment, Ouais, c'était à fond, quoi. c'était à fond et je vivais qu'à travers lui, en fait, qu'à travers mon fils, hein. Vraiment, c'était ma vie. Je faisais tout, je faisais tout moi-même, tout était fait maison, enfin, Ouais. c'était vraiment, je passais, Et tu t'es mon épuisée, je tu me t'es suis épuisée? je me suis épuisée et la première fois que je l'ai laissé, une soirée, ça devait être, je sais pas 2-3 heures, hein, pas plus, il avait, 11 mois. Ouais. Il avait 11 mois et avant, c'était pas possible pour moi. C'est-à-dire que j'avais mal au ventre, je pouvais pas m'imaginer le laisser. Aussi parce que j'avais beaucoup lu, bah, voilà, que l'enfant, sa place, elle est auprès de sa maman. C'est d'ailleurs pour ça que c'est elle qui l'allaite, hein, c'est parce que voilà. Donc bon, voilà, je me suis retrouvée enfermée dans quelque chose que j'avais aussi par ailleurs pas prévu puisque j'avais absolument pas prévu d'être mère au foyer. Mais après, ça m'est apparu comme une violence de reprendre une vie active et donc j'ai pris la décision avec mon conjoint de rester à la maison. Et du coup, il y a eu l'arrivée d'un deuxième enfant, cette fois naturellement. Oui. Est-ce qu'il était voulu, attendu et comment tu as vécu cette deuxième grossesse? Il était voulu, oui, pas tout de suite. Il a pas été attendu du coup, puisqu'il est arrivé, plus tôt que prévu. En fait, comme on avait été, du coup, confrontés à des difficultés pour le premier, on avait, d'un commun accord décidé que je reprendrais pas de contraception. Même si à la maternité, une fois que j'avais accouché du premier, on m'avait dit avant de sortir: «Est-ce qu'on vous prescrit la pilule? Vous savez, c'est pas parce que c'était compliqué pour le premier que ça le sera pour le deuxième. On en voit beaucoup des femmes comme vous» et cetera. J'avais dit non et donc on s'était dit: «Bon, bah, de toute façon, quoi qu'il en soit, si par bonheur, je tombe enceinte naturellement, évidemment, comme on voulait au moins 2 enfants, on s'était dit: "Bon, bah, ce sera pas grave". En fait, au mois de mars 2019, j'avais un contrôle annuel chez ma gynécologue et j'avais abordé le sujet parce que je ne savais pas si le fait que nous ayons recours à des inséminations artificielles, pour notre premier enfant, ça impliquait de forcément repasser par là pour le deuxième. Ouais. Je savais pas s'il y avait un minimum, de temps d'essai avant. Enfin voilà, je voulais savoir un peu comment ça se passait. Elle m'avait dit: «Écoutez, on peut refaire les examens, je peux vous represcrire tout, on fait comme pour la première insémination». À l'époque, moi, j'avais pas encore eu mon retour de couche parce que mon fils aîné, il était toujours allaité et du coup, elle m'avait juste expliqué que voilà, il faudrait déclencher mes règles pour faire la stimulation ovarienne, mais que ça, c'était pas un problème non plus. Donc voilà, je suis ressortie de ce rendez-vous au mois de mars avec, ma petite batterie d'examens à faire, pour constituer le dossier et au mois de juillet, j'avais tout fini. Mon conjoint aussi avait fait ses examens de son côté, on avait tout réuni, nos résultats étaient meilleurs, bah, qu'en 2017. Néanmoins, on pensait pas, pour autant que ça marcherait, tout seul et en fait, on a décidé avec la gynécologue, une fois qu'on avait, fait tous les examens, qu'on lancerait, le début des inséminations en septembre 2019 et en fait, je m'étais pris une grosse marge d'échec parce que, voilà, je suis pessimiste comme je l'ai déjà dit et finalement, bah, en fait, je suis tombée enceinte au mois de juillet et j'étais contente, mais je n'avais pas l'enthousiasme de mon conjoint parce que, je me disais que c'était pas possible, qu'il y avait forcément un problème. C'était pas possible que je tombe enceinte naturellement. J'avais fait le deuil de ma fertilité aussi. En fait, quand on essayait d'avoir notre fils aîné, ben, j'ai arrêté de vivre en fait, hein. Pendant 2 ans, vraiment, j'ai beaucoup pleuré, je vivais dans l'angoisse que quelqu'un de mon entourage m'annonce une grossesse. Enfin, voilà, toutes celles qui sont passées par des difficultés de procréation, elles savent un peu, voilà, les souffrances que ça engendre et là, c'était difficile de me dire que voilà, là, ça avait été facile. C'était pas possible que ça m'arrive à moi en fait. Mon conjoint, il était, exalté, il était ravi. Enfin, je me souviens, j'avais même l'impression qu'il était plus heureux que quand on avait, enfin, quand je lui avais annoncé, ma première grossesse. Donc à ce niveau-là, voilà, lui, il était très content et moi, en fait, plus les jours passaient, plus c'était compliqué pour moi. En fait, je me suis rendu compte que j'étais pas prête, hein, à avoir ce deuxième enfant. Quand je suis tombée enceinte, mon fils aîné, ça faisait à peine 3 mois qu'il faisait ses nuits. Voilà, j'étais en train de reprendre un petit peu, du poil de la Oui. bête. Voilà, j'étais en train de me retaper un peu physiquement et en plus, c'est une période à laquelle j'avais enfin commencé à réussir à me détacher de mon fils aîné. C'est-à-dire à partir faire des choses que pour moi. Pendant 1 heure ou 2, c'était pas des journées complètes, mais je commençais à reprendre plaisir à vivre pour moi. Et en fait, cette grossesse, ben, elle est arrivée, j'ai été très malade. Vraiment, j'ai souffert. J'avais tout le temps envie de vomir. J'ai eu énormément, énormément de nausées. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à boire. Ça a été vraiment lourd. Et surtout, ça m'empêchait
m'occuper de mon fils. Et ça a été compliqué parce que une fois de plus, la culpabilité, elle s'est pointée et je me disais voilà que mon fils, il était encore petit, que notre exclusivité, elle allait s'arrêter et j'étais extrêmement stressée. Je me disais: «Si je fais une menace d'accouchement prématuré comme pour mon premier, comment est-ce que je vais m'occuper de mon fils aîné?» Parce que, ben, moi, j'étais à la maison, mais il y avait personne pour me le garder. Il allait pas à la crèche, il allait, voilà, je le gardais vraiment, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et c'est vrai que tout ça, ça a généré beaucoup, beaucoup d'angoisse. J'avais pas l'impression de m'être remis de tout l'engagement vis-à-vis de mon fils aîné, de dans l'éducation, dans ma manière de m'occuper de lui, dans le don de soi, et je me disais: «Mais comment je vais faire avec 2?» Vraiment, je me Ouais, demandais comment est-ce que j'allais survivre, parce que si je devais donner tout ce que j'avais donné à mon fils aîné aussi au deuxième, objectivement, c'était pas possible. Je n'allais pas y arriver. Et donc voilà, j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé vis-à-vis surtout de mon fils aîné, en fait. De me dire ouais. que voilà, on n'allait plus avoir cette exclusivité tous les 2, que j'aurais moins de temps à lui accorder. En plus, j'avais eu la merveilleuse idée de me lancer dans l'IEF, donc l'instruction en famille, c'était pour éviter à mon fils la violence de l'école. Heu, ce qui n'a pas arrangé mon cas, quand notre deuxième enfant est né parce que je me suis retrouvée à devoir faire, l'instruction en famille à mon fils aîné et en plus à m'occuper de son frère, de quelques mois à peine à ce moment-là, donc ça n'a pas aidé à aller bien. Est-ce que tu penses que tu étais déjà en dépression à ce moment-là? Je pense que pendant ma grossesse, oui. D'ailleurs, ma gynécologue à l'époque m'a plusieurs fois alertée et proposé de consulter. Parce qu'il faut savoir que donc cette grossesse, j'avais vraiment peur qu'il y ait quelque chose qui cloche parce que c'était pas possible que ça m'arrive. Et j'ai aussi malheureusement une de mes amies proches qui a perdu deux enfants, des jumeaux, à 22 semaines. Et ça m'a profondément marquée. Et ça m'a empêché d'investir aussi ma grossesse avant 24 semaines, le terme auquel on fait quelque chose pour maintenir les bébés en vie s'ils viennent au monde. Donc déjà, les 24 premières semaines, je pense qu'elle a été, assez, inquiète par le fait que j'investisse si peu ma grossesse. Quand je dis que je n'investissais pas ma grossesse, c'est que je n'avais rien acheté, que je n'avais pas prévenu aux 3/4 des gens qu'on connaissait. Il y avait seulement ma famille proche qui était au courant. Comme j'ai un gabarit plutôt, menu et que c'était, en hiver que j'ai commencé à prendre du ventre, j'ai pu le cacher très longtemps, en fait. Mmh. Et c'est vrai que ma gynécologue, plusieurs fois, elle m'a demandé si j'étais sûre de ne pas vouloir, et cetera. De suivi. Je disais non. Je me disais que ça allait passer et puis ça n'est pas passé et en plus le covid est venu, rajouter une couche à tout ça donc ça a Ouais. été très, très dur. À quelle période tu as été diagnostiquée en dépression? 1 an après la naissance de mon deuxième, D'accord, tout en donc sachant tardivement quand même. oui, parce que j'ai tardé à prendre rendez-vous, mais en réalité, ça faisait longtemps que j'y étais, dans cette dépression au moment où j'ai consulté. En fait, c'était un état dans lequel j'étais, déjà depuis un moment, mais ce qui m'a vraiment, vraiment poussée à consulter, c'est que j'ai commencé à avoir envie que ça s'arrête et là, je savais que c'était compliqué et qu'il fallait vraiment que c'est à ce moment-là que j'ai su que je m'en sortirais pas toute seule, en fait. Parce que j'ai un passif aussi avec la dépression, j'en ai déjà fait. Donc je sais quels sont les signes qui doivent alerter et qui doivent, pousser à consulter. Je sais quand je ne peux pas m'en sortir toute seule. Et là, je ne pouvais plus m'en sortir toute seule, c'était plus possible. Tu avais des idées qui étaient, du style idées suicidaires? En fait, le problème, c'est que la dépression, elle se manifeste différemment chez les individus. Chez Mmh. moi, c'est beaucoup des crises d'angoisse, hein, des crises de panique. Là, j'en étais au stade effectivement où, dans la mesure où c'était du matin au soir, la nuit, c'était tout le temps. Là, oui, j'ai commencé à avoir très, très envie que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête, bon, bah, il y avait pas 36 solutions et là, je me suis dit qu'il fallait vraiment, vraiment vite trouver une solution. D'ailleurs, ce sont mes mots à ma psychiatre, quand je l'ai rencontrée: «Il faut que ça s'arrête». Et du coup, ton quotidien de maman, il était plus, emprisonnant, plus qu'épanouissant? Complètement parce que autant quand j'avais qu'un enfant, j'avais le temps, la disponibilité, enfin vraiment, l'énergie aussi, hein. Quand j'en avais qu'un, ça allait. Une fois que j'en ai eu 2, ça n'a plus été. Ça n'a plus été et pas que parce qu'ils étaient 2, mais parce que j'avais accumulé énormément de fatigue, parce qu'avec le covid,
Et je crois Oui. qu'il y a énormément de mamans, hein, de femmes qui sont devenues mamans, pendant cette période, qui ont vécu des dépressions postpartum parce qu'on a quand même un peu besoin d'entourage, on a besoin de relais et moi tout ça je n'ai pas pu l'avoir à cause du confinement. Moi j'ai accouché en plein confinement puisque j'ai accouché, mi-avril, donc c'était en plein confinement et il y a un sentiment d'injustice aussi parce que toutes les 1res semaines de votre nouveau-né, les premiers mois de votre nouveau-né, ils sont volés et on les récupère pas parce que, ben, vous pouvez pas le présenter. Alors en soi, c'est pas indispensable pour le bébé, mais parfois la maman elle a besoin aussi de voir, du monde, elle a besoin d'être entourée et ça m'a manqué profondément. Associé au fait qu'en plus voilà, j'avais mon fils aîné dont la vie venait de changer et à qui on ne pouvait rien proposer parce qu'on était enfermés chez nous. Tout ça, ça a été, vraiment très, très, très compliqué effectivement, ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a un tabou autour de la dépression postpartum? Je pense, oui. Je pense qu'il y a un tabou autour de la dépression tout court, autour de la santé mentale tout court. Alors que ce sont des maladies en fait, hein, je pense que c'est une méconnaissance de ce que ça engendre une dépression qui fait que les gens pensent que c'est juste un état d'âme et qu'il suffit d'eux, il y a qu'à se mettre un coup de pied aux fesses, il suffit de se secouer un peu, il faut pas s'écouter trop. Les gens, ils ont plein de conseils qui sont non sollicités et complètement déconnectés de la réalité des gens qui sont dans une dépression et de qui le quotidien est lourdement impacté en fait, hein. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ça, pour que le regard y change et c'est aussi ce que j'essaye de faire au travers des réseaux sociaux, c'est-à-dire de montrer que oui, ben, faire une dépression postpartum, ou une dépression tout court, c'est pas honteux, qu'il faut se soigner, que ça nécessite des soins par la thérapie, des soins par les médicaments, qu'il y a aucune honte à se soigner. On n'a pas honte de se soigner du cancer, alors il faut pas non plus avoir honte de se soigner, d'une dépression, et la santé Ouais. mentale, il faut la préserver en fait. Et dans des périodes comme ça, post-accouchement, où on est extrêmement sensible, moi je pense qu'on manque vraiment, vraiment de prévention et d'accompagnement des mamans. Certes, les papas sont aussi touchés, hein, par la dépression postpartum, mais je pense qu'on peut dire de manière négligeable. En tout cas, c'est pour ça que je parle beaucoup des mamans, mais il faut un réel encadrement de tout ça parce que même si ça bouge beaucoup quand même, hein, ces dernières années, c'est encore bien insuffisant et je pense qu'il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup en parler pour que les mamans, elles aient pas peur de consulter aussi, qu'elles aient pas Mmh. peur de prendre des médicaments parce que je le vois, il y a beaucoup de mamans qui viennent m'écrire en message privé en me disant: «Bah, moi ça me fait peur les antidépresseurs», je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, Oui. notamment sur les antidépresseurs ou sur les anxiolytiques où les gens ont l'impression qu'ils vont être drogués alors que bon, objectivement, bof, sans plus À quoi. un moment donné, c'est peut-être pas plus mal parfois parce qu'on est dans un tel état, mental, qu'on en a besoin et tu vois, c'est fou parce qu'il y a un lien entre les dépressions ou les états d'âme que peuvent vivre des parents et la prédominance de cette parentalité bienveillante, le fait d'être forcément heureuse après l'accouchement, que tout va bien, que tout est beau, que tout est rose. Alors que concrètement, si enfin, j'ai l'impression, en tout cas à travers les témoignages que je reçois et les personnes que j'ai reçues, que c'est vraiment, un tsunami de devenir parent, en fait. C'est ça, Ouais. c'est pas inné, en fait. On n'est pas parent inné, on n'est pas heureux de manière innée dès qu'on a le bébé dans les bras et au contraire, ça peut être un tel choc que, il peut en découler des dépressions parce qu'en fait, c'est quelque chose de brutal, c'est un tsunami dans C'est sa vie. très brutal. C'est très brutal et moi, je me souviens, j'en ai presque voulu aux gens qui avaient des enfants, qui ne m'avaient pas prévenue. Ouais, de pas t'avoir prévenu. Genre: Bah, «Pourquoi vous m'avez moi, pas on dit?» m'a parlé de l'amour inconditionnel, on m'a parlé du bonheur, de la joie, moi, on m'avait juste dit, voilà, je me souviens de ma sage-femme qui m'avait dit à l'époque, parce que moi, j'avais eu peur de ça, la dépression postpartum, parce Ah oui. qu'ayant des antécédents de dépression, j'avais posé la question à ma sage-femme de savoir si, j'étais plus à risque et elle m'avait dit effectivement qu'avec un passé, voilà, dépressif, c'était, évident que j'avais plus de risques. Néanmoins, que voilà, j'avais un avantage aussi, c'était de reconnaître les signes puisque Oui. j'en avais déjà fait, mais que voilà, je pouvais avoir un petit coup de mou, on va dire, en rentrant de la maternité, mais que ça devait pas durer plus de 2 semaines et que si ça durait plus de 2 semaines, il fallait, consulter, quoi. C'est tout et après pour mon premier enfant, ça a pas du tout été un problème. Au final, après mon premier enfant, j'ai pas fait de dépression, je pense pas. Par contre, c'est après le deuxième et là, pour le deuxième, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression quand même, comme on a déjà eu un enfant, si tu veux, on est un peu lâché dans la nature, quoi. Ouais.
C'est un peu: «Oh, elle en a déjà eu un, elle va se débrouiller très bien C'est pour le ça, mais deuxième». c'est comme ça pour l'entourage, c'est comme ça pour, les professionnels. Enfin, on dirait que c'est notre état naturel, la grossesse et l'enfantement, limite. Donc c'est vrai que c'est, pour ça, c'est un petit peu, enfin, ça a été un petit peu rude. Après, une fois de plus, j'ai une gynécologue qui a été vraiment géniale pour ça et qui, elle, m'a accompagnée, vers qui j'ai pu me tourner quand vraiment j'ai senti qu'il fallait que je consulte pour qu'elle puisse m'orienter elle. Mais c'est vrai que clairement, je crois enfin, je sais pas, hein, je vais pas parler au nom de toutes les femmes, mais je pense qu'on est très, 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 très mal préparées, au fait de devenir maman, au fait tout ce que ça implique de responsabilité, d'angoisse, de stress, tous les conseils non sollicités qu'on reçoit, les jugements des autres, le jugement qu'on a de soi aussi, parce que il y a la mère qu'on idéalise vouloir devenir et puis il y a la mère qu'on est réellement avec, avec les difficultés qu'on rencontre quand on est parent, en fait, avec la fatigue Mmh. extrême. Moi, c'est la fatigue qui m'a vraiment, Ah ouais? la fatigue, ça m'a vraiment choquée. Ah Parce ouais. qu'on te dit pendant la grossesse: «Ouais, tu vas plus dormir et tout», mais tu peux pas t'attendre. Enfin, je pense, hein, enfin, en tout cas, moi qui ai eu un enfant qui dormait pas, tu ne peux pas savoir à quoi t'attendre. C'est pas possible. Ouais. Moi, vraiment, je dormais en coupure, je dormais jamais plus de 2 heures de suite. Enfin, c'était avec un enfant qui dormait sur moi, c'était terrible et aussi l'incompréhension de l'entourage qui va te dire: «Non, mais il y a qu'à faire comme ça» ou «Tu devrais» ou et en fait, on n'entend pas ta souffrance, on te balance des solutions toutes faites qui, en fait, ne valent rien Et parce surtout que que le sommeil, enfin, c'est tellement crucial et quand tu en manques, tu perds complètement la tête, enfin. honnêtement, c'était horrible et ça a participé à nombreuses de mes angoisses pendant ma deuxième grossesse parce que je me disais: «Si jamais mon deuxième il a les mêmes soucis, qu'il dort si peu, si mal, comment je vais survivre aux journées?» parce que quand j'en avais qu'un, la journée, je pouvais rester avec lui, sur le canapé. Parfois, moi, je me souviens, on vivait dans un 2 pièces à l'époque et il y avait tous ses jouets dans notre chambre donc du coup, bah, moi, je restais sur le lit à comater et puis lui, il jouait, par terre. Alors que là, bah, j'avais déjà un fils aîné dont il fallait que je m'occupe et donc c'était plus possible de faire ça. Ça veut dire que même si la nuit, elle avait été monstrueuse, il fallait quand même assumer le lendemain, toute la journée et ça, c'est vrai que, voilà, tout ça, ça a été vraiment très compliqué. Le raz-de-marée, le tsunami, je sais pas quel mot convient le mieux, mais honnêtement, c'est quand même assez rude, effectivement. C'est sur ces mots que s'achève la première partie de l'épisode avec Alison sur la dépression postpartum, sujet qui continue encore malheureusement d'être tabou. Dans la suite, nous parlerons de la dépression bien sûr, mais aussi de la pression sociale qui repose sur les épaules des mères et des femmes plus largement. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et surtout n'oubliez pas, soyez sages, un peu, mais parlez fort, beaucoup.